Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Regard croisé. Annulation des concours de la fonction publique des collaborateurs du ministre en charge de la fonction publique Fassoum Koulibaly, certains de ses collaborateurs ont été arrêtés. C'est le sujet qui va essentiellement occuper nos regards ce soir. Pour l'aborder, nos invités, ils sont quatre. Le premier, monsieur Dr Ali Di Agali Wele, il est vice-président du BRDM. Dr Wele, merci d'être là ce soir. C'est toujours un grand plaisir. Evelyne Jacques, présidente de la COFOR. Evelyne, merci d'être là. Merci. Troisième invité, monsieur professeur Abdul Karim Djamoutine. Il est professeur d'enseignement supérieur. Professeur, merci d'être là. Bonsoir et merci à vous. Et merci aux chers téléspectateurs. Partout se trouve. Merci. Abdallah Yatara, il est du parti Yelema. Monsieur Yatara, merci d'être sur ce plateau. Merci bien. Tout le plaisir pour moi de partager le plateau avec mes collaborateurs. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Regard croisé. Avant d'ouvrir les débats autour de notre sujet principal, ce 13 février 2024, le président de la transition a présidé la cérémonie de lancement officiel du nouveau système informatique souverain de gestion des données RAVEC. Ce système dénommé Malikoura Biométrie vient ainsi remplacer celui utilisé jusque-là par la société française IDEMIA. Docteur Wele, déjà, comment vous avez accueilli cette nouvelle du lancement du nouvel système de gestion du RAVEC, des données RAVEC Malikoura Biométrie? Merci beaucoup. Et à l'écoute de cette information, c'était vraiment un soulagement. Et c'était un nouveau vent pour nous parce que nous savons tous la situation difficile que nous avons vécue par rapport aux questions des cartes d'identité, aux questions des cartes NINA et aux questions des cartes biométriques. Et toutes les difficultés que le Mali a connues et qui sont juste des conséquences de la mauvaise gestion et du processus par certains qui avaient la charge de cette gestion. Et quand on a eu l'information, j'étais même surpris parce qu'on pensait que ce n'était pas possible. Et tout de suite, il m'est arrivé en tête, comme je l'ai toujours dit, l'impossible en fait n'existe pas. Il faut croire. Et il faut croire ses capacités. Et quand les hommes veulent aller et changer les choses, nous avons toujours les solutions quand on se met ensemble. Et c'est ce que le Mali a démontré en prenant en compte ses propres capacités, les propres ressources et ses génies. Et nous avons tous des génies ici au Mali. Et nous pouvons faire la même chose dans n'importe quel domaine. Et pour moi, c'est un sentiment de fierté. Evelyne, quand on essaie un peu d'analyser les procédés par lesquels, en tout cas, nos autorités ont utilisé pour pouvoir en arriver là déjà, quel regard? Bon, moi, Certains n'hésitent pas à parler de piratage déjà. Bon, je dirais qu'ils ont craqué le système. Déjà, il faut être très très fort pour craquer un système d'une entreprise aussi comme IDEMIA. Donc pour nous, en tout cas pour moi, en tant que jeune malien, je suis fière de voir que nous avons de jeunes très compétents et au niveau informatique. Et cela prouve aujourd'hui que le Mali n'a pas besoin de sous-traiter. Au fait, c'est certains trucs que nous avons des gens au Mali qui ont des connaissances, qui sont capables de faire la même chose que ces entreprises avec lesquelles nous travaillons. Et ça nous donnera aussi beaucoup plus l'opportunité aux jeunes de sortir de l'employabilité. Le fait dans le problème au Mali ici, c'est que les jeunes sont beaucoup au chômage. Et aujourd'hui, si tous ces secteurs informatiques étaient donnés à ces jeunes Maliens, ça va diminuer le taux de chômage. Et moi, je pense que c'est quelque chose de vraiment salutaire. Peu importe comment ils ont fait, oui. Mais je pense que vraiment, on doit les tirer un chapeau. Professeur, peu importe comment ils ont fait. Oui, moi je remercie l'initiative. Mais au fait, ça soulève un certain nombre de questionnements aujourd'hui. On ne peut pas comprendre que
au XXIe siècle, qui est des questions d'ordre basique un peu, qui rentrent dans le cadre de la souveraineté. Parce que les données de population sont les données les plus sensibles au monde. Donc un pays ne peut pas confier ces données de population sensibles à un autre État, ce n'est pas possible. Donc du coup, et comme le docteur Willy l'a dit tout à l'heure, c'est une occasion pour montrer à l'opinion, à ceux-là qui à tort pensaient que la ressource humaine au Mali n'était pas à mesure capable. Les jeunes ont prouvé. Et en plus, ça permet aux autorités de s'approprier des données désormais qui sont sensibles et d'avoir l'exclusivité sur des données. Parce que lorsque des entités concurrentes, parce que les pays sont en concurrence entre nations, ont accès à certaines données qui sont sensibles d'ordre de population, donc il est difficile que vous puissiez échapper à un certain nombre de dimensions dans le cadre de la concurrence entre pays. Donc moi je salue l'initiative, je salue les autorités et que je leur demande de faire confiance aux Maliens dans l'ensemble des secteurs, à tous les niveaux, que ce soit dans le domaine de la santé, pour preuve, vous avez vu les jeunes militaires actuellement, ceux qu'on croyait incapables il n'y a pas longtemps pour mener une guerre sur le front, aujourd'hui sont en train de prouver à l'opinion nationale et internationale que nous avons des gens capables. Et que il ne consiste pas seulement de faire l'école Saint-Cyr ou bien d'autres écoles réputées soit aux États-Unis, en France, par-ci, par-là, pour en être capable. Donc moi, c'est une fierté, je les remercie, peu importe. Parce que, craquer comme l'autre a dit, je ne voudrais pas aller dans ce domaine-là parce que ça peut m'échapper juridiquement, autre chose, je ne comprends. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont fait prouesse, n'est-ce pas, d'intelligence. Et pour moi, c'est ce que moi je salue. Et cela dénote l'ingéniosité des Maliens. Yatara, on doit commenter le résultat au lieu de s'attarder sur la manière. Je ne m'attarde pas trop sur la manière. La manière, je la place dans le contexte de la raison d'État. Et qui parle des raisons d'État doit faire abstraction à tous ces autres commentaires-là. C'est vrai que le logiciel a été récupéré, mais il va falloir aussi sécuriser parce que une chose est sûre, aussi les informaticiens IDEMIA ne vont pas rester les bras croisés. Donc une chose est de récupérer, mais une chose aussi est de sécuriser pour que ça ne nous échappe pas encore. Voilà, je disais toujours que le Mali n'était pas à 6 milliards près, mais c'était une question de souveraineté, c'est une question de raison d'État. Et vivement que le ciel ait été récupéré. C'était une des 3 conditions que le ministre de l'Administration de avait évoquées pour expliquer le report des élections. Une condition a été satisfaite, il reste 2. Je crois que le léger report sera pour bientôt. Cité donc dans l'affaire dite concours de la fonction publique, plusieurs collaborateurs du ministre de la fonction publique ont été arrêtés au cours de cette semaine par la justice malienne. Docteur Wele, comment vous êtes en train de suivre ce dossier dit de la fonction publique, concours de la fonction publique? Merci beaucoup. Et vous savez, nous sommes dans un pays où la corruption a atteint un certain niveau, où il y a certains même qui ne croient plus à rien. Et surtout par rapport au recrutement, il y a des avis même qui sont lancés, les gens ne postulent même pas. Parce que si tu n'as pas un bras long, un parent, ce n'est pas évident souvent que certains aient cette chance de pouvoir bénéficier d'un poste. Et cette situation, en fait, est un signal très fort, très significatif, et qui montre la volonté du peuple malien de changer les donnes. Et c'est une première à ma connaissance d'annuler un concours de la fonction publique. Et vous savez, la fonction publique, c'est pour faire des services publics. C'est pour donner des services publics. Et à la matière, les règles de base sont connues. Nous sommes tous des citoyens maliens. Et il est très important que le concours soit organisé en donnant la possibilité d'avoir l'égale chance pour tous les citoyens maliens qui postulent. Et en faisant en sorte que le mérite soit de rigueur. Et parce que s'il n'y a pas le mérite, les services administratifs ne seront pas offerts avec les manières, la bonne manière. Les services de qualité ne seront pas offerts. Et nous tous, on se plaint des services administratifs aujourd'hui. Des services qui sont produits, sont fournis à tous les niveaux. Et c'est une des explications parce que dans une administration, il y a trop de fraude, de manipulation, de recrutement. Il est très difficile d'avoir la qualité des services. Il est très difficile d'avoir l'efficacité dans l'offre des services. Il est très difficile de parler d'efficience. Parce que les personnes qui n'ont pas le mérite, qui n'ont pas la compétence, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne peuvent qu'offrir ce qu'ils ont. Et malheureusement, nous sommes dans ce système depuis un certain nombre d'années.
depuis que nous on a commencé, on peut dire comme ça. Et personnellement, quand je faisais le concours d'entrée à la fonction publique, on m'a dit que tu ne passeras pas. Voilà, je me rappelle très bien. Et plus ou moins, nous on a quand même échappé. Et ça, c'est la situation qui nous réconforte, parce qu'il faudra que l'État s'assume. Annuler un concours n'est pas facile. Oui. Et certains se disent, mais pourquoi on annule? C'est normal, parce que c'est eux qui ont les preuves, ils ont toutes les informations, et c'est pour dire, à tout moment, on peut annuler tout recrutement. Et les Maliens doivent être confiants, parce que ce qui a été fait, on ne sait pas l'ampleur, comme ça a été dit, l'ampleur et qui en bénéficie. Oui. Et le minimum, c'est de pouvoir annuler pour donner l'égale chance à tous les Maliens. Et moi, je vais même plus loin, je l'ai toujours dit, on doit être attentif par rapport à tous les recrutements dans les sociétés et services publics au Mali. D'accord. Et c'est une situation catastrophique. On fait semblant de faire des avis de recrutement alors que les situations sont gérées. D'accord. Evelyne, l'annulation, c'était la seule solution qui s'offrait aux autorités? Bon, moi je pense que oui, c'était la seule solution, puisque déjà cette pratique, elle ne date pas d'aujourd'hui. Les jeunes, dans sa majorité, ont toujours décrié cela. Les gens se disent même, oui, je ne veux pas faire la fonction publique parce que c'est déjà truqué d'avance. Il y a des gens qui ne vont même pas dans la salle, mais on voit leur nom sur la liste, ou d'autres même. Au niveau il y a même des sketchs qui ont été faits sur la question, où tu vois ton nom sur la liste finale, mais après quand tu vas au service auquel tu dois être affecté, on te dit que non, ton nom n'est pas sur la liste parce que ton nom a été retiré pour remplacer par quelqu'un d'autre. Donc on a vu ça depuis ces dizaines d'années, et j'ai même personnellement des connaissances en moi qui ont fait le concours de la fonction publique 5 fois. Et c'est en 2023 ils vont se reconnaître, ils ont pu intégrer, et ils n'ont personne, ils n'ont pas d'argent, c'est des personnes modestes qui n'ont pas de bras long comme on le dit, mais quand même qui ont été recrutées. Donc ça montre qu'aujourd'hui, ça donne une nouvelle, des nouvelles perspectives à la jeunesse, et donner aussi de l'espoir à la jeunesse que la fonction publique aujourd'hui, on peut le faire et honnêtement l'avoir. Donc moi je pense qu'il doit faire lumière sur que toute personne qui est impliquée dans ce genre de corruption doivent être arrêtées, et que c'est un système qui doit maintenant cesser, parce que ça joue beaucoup, même dans l'administration, parce qu'on voit dans l'administration, il y a certains qui se trouvent dans des départements, mais tu te demandes comment telle personne est là, avec quel niveau. Ça montre que c'est la corruption qui l'a amené là, il ne mérite pas le poste qu'il a, donc il faut qu'on sorte de ça. D'accord. Professeur, l'annulation, c'était quand même une décision, la seule option qui s'offrait aux autorités? Oui. Dans ce cas de figure? Je crois, parce que lorsqu'un fait pareil est avéré, il n'y a pas autre alternative que d'arrêter. Mais moi, ça fait que j'ai peur, j'ai pitié du Mali. Vous savez, on est sorti pour lutter pour que l'ancien pouvoir puisse partir, parce qu'il y avait des pratiques pareilles. Depuis presque combien de décennies, tout le monde savait. Après 3 à 4 ans, n'est-ce pas, de transition et de discours nouveaux. Et récemment, nous avons vu le président de la transition qui est sorti, qui a porté le discours nouveau. Et si on se rend compte encore que jusqu'à présent, les Maliens qui devaient s'approprier cette vision, la vision qu'incarnent les premiers responsables du pays, se comportent encore comme ça, c'est inquiétant. Il ne faut pas voir ça. C'est pourquoi je me dis, peut-être que souvent, il se peut que c'est moi qui ai des difficultés de compréhension. Il faut qu'on explique aux gens qu'est-ce que c'est qu'une réforme réelle. Et aujourd'hui, c'est ce que moi, je n'arrive pas à comprendre au niveau de nos gouvernants. Vous savez, quand il y a une véritable réforme, elle se dissocie de l'individu. C'est-à-dire que ce sont des principes. Ce sont des principes qui sont admis. Et ces principes ne sont pas liés à un individu, quel que soit le ministre qui vient. N'est-ce pas? Ces valeurs-là que l'institution est censée incarner, ce sont des valeurs qui doivent se pérenniser. Mais au Mali, depuis un bon bout de temps, jusqu'à présent, on se rend compte que cette volonté qui est incarnée à de hauts niveaux par les plus hautes autorités ne se traduit pas dans les systèmes réels à tous les niveaux. Je vous dis une chose, c'est professionnel pour tout le monde. Tout le monde sait que les concours, pour la plupart, sont entachés. Mais seulement, les gens, tu ne peux pas le dire. Quand tu le dis, on va te dire en même des preuves, d'une certaine manière, peut-être tu as peur. Vous vous souvenez très bien, les recrutements Canam, on en a discuté ici. Il y avait des recrutements enseignement supérieur, des vacataires, les gens ont marché, ils sont passés par là, vous avez vu, à tous les niveaux. Et donc pour moi, il faut que vraiment cette volonté soit traduite à travers des réformes réelles. Comment on peut comprendre?
que l'ancien ministre de la fonction publique, la dame qui a été remplacée, et qu'elle apparemment elle était en train d'initier d'abord la moralité, d'abord parce que la réforme passe d'abord par la moralité. La personne qui est censée porter cette vision doit incarner la vision et par la suite proposer des mesures qui permettent de transporter dans la durée cette valeur pour que les gens puissent s'en approprier. Et que on fasse partie de cette dernière, et l'autre ministre qui était censé venir, n'est-ce pas, bonifier ce qu'elle a fait, et qu'on retombe dans des travail pareil. Que voulez-vous que moi je me projette pour le Mali dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, en ce qui concerne la bonne gouvernance? Elle est nulle. Donc c'est pourquoi j'ai peur, j'ai pitié, ça ne devrait pas arriver. Les autorités de la transition sont en train de nous faire porter un discours nouveau, mais j'ai l'impression que les populations maliennes, les responsables maliens qui devaient, n'est-ce pas, aider, accompagner, ne sont pas dans le même tempo. Et donc, moi, ça me fait peur. Donc, quand vous dites un peu, la fonction publique, c'est comme je l'ai dit, c'est la même chose. Moi, je ne crois pas. Je sais, du fond du cœur, que la plupart des recrutements, si on veut aller, elles sont entachées. Mais vous savez ce qui a fait que cette fois-ci, peut-être, quand vous voyez que chaque fois il y a des annulations pareilles, vous allez trouver que peut-être au niveau de la commission d'organisation, peut-être eux-mêmes, n'est-ce pas, ne se sont pas entendus. C'est lorsque eux n'arrivent pas à s'entendre qu'il y a des fuites. Et quand il y a des fuites, donc les secrets, n'est-ce pas, se retrouvent à la place publique, sur la place publique, et donc du coup, il y a des conséquences pareilles. D'accord. Yatara, vous en voulez au ministre? Pas au ministre. En partie, oui, j'en veux au ministre. Et la décision, je la partage. Si le réseau a été découvert, forcément, il va falloir annuler le concours. Mais je fais l'analyse à 2 niveaux. Oui. Le premier niveau, c'est que c'est les collaborateurs directs du ministre qui sont concernés. Le chef de cabinet, les chargés de mission. Quand on connaît la façon dont les chefs de cabinet et les chargés de mission sont nommés, ça veut dire que c'est les proches parmi les proches du ministre. Nous parlons ici sous le couvert de la présomption d'innocence. Non, je viens. Je suis parfaitement d'accord. Je partage toujours la présomption d'innocence. C'est pour cela que j'ai dit qu'en réalité, est-ce qu'il peut être exempté à 100%? Deuxième analyse, je place ça dans le contexte de l'éthique et de la déontologie. Aujourd'hui, très honnêtement, je suis écœuré. Ça fait bientôt 2 ans, 3 ans, on parle de Malikoura, on parle de refondation, mais on tombe toujours à travers. Et ça me rappelle, chaque fois que je suis amené à parler de corruption, ça me rappelle le célèbre magistrat sénégalais Kebambaye, qui a dit à propos de la corruption, je cite, « Debout pour le travail et pour l'éthique avant qu'il ne soit trop tard ». Demandons-nous, chaque fois qu'on est tenté d'avoir un comportement non éthique, ce que serait la vie si chacun devrait faire comme nous. Demandons-nous ce que serait une société de voleurs, de délateurs, de profiteurs, d'insouciants, de voleurs. La liste est longue, mais la réponse est une. Ce serait une société vouée à l'échec et peut-être à la déchéance intellectuelle et matérielle. Fin de citation. Aujourd'hui, le Mali doit aller vers une intégration, vers une confédération. Que vont passer ces 2 pays-là, le Burkina et le Niger, de nos cadres maliens? Le président de la transition a joué sa partition. Les magistrats, ça fait bientôt 2 ans, sont en train de jouer leur partition. Des mandats de dépôt par-ci, des mandats de dépôt par-là, des recouvrements de milliards par-ci, par-là. Les 2 sont en train de jouer leur partition. Il reviendra aux Maliens lambda de vraiment se refonder pour que réellement la corruption ne soit bannie à jamais de notre système. Docteur, on a parlé des présumés corrompus et les corrupteurs dans tout ça. Vous savez, par rapport à la corruption, ils ne sont pas visiblement inquiétés. Et normalement, l'idéal, c'est de prendre tout le monde. Et ceux qui ont été corrompus et ceux qui ont corrompu, en fait, la chaîne, c'est comme ça qu'on doit gérer pour indiquer le mal. Et ceux qui ont bénéficié de cette correction, ils ne doivent pas échapper. Parce que s'il y a des preuves, ils doivent être sanctionnés. Et ça, c'est des preuves qui vont nous mettre plus à l'aise. Parce que si on n'agit pas sur les 2 éléments, il est très difficile de pouvoir avancer. Et c'est ce que nous exhortons et c'est ce que nous souhaitons. Parce que nous sommes à un niveau où nous devrons agir contre ce mal à tous les niveaux. Et personnellement, je l'ai toujours dit. Il m'est arrivé un moment, je disais, mais qu'est-ce qu'il faut, comment surveiller les recrutements au Mali? Je suis même parti voir un spécialiste en ressources humaines. Parce que je l'ai tellement vécu, je connais comment les choses se font. Et personnellement, je le sais. Quand je postule pour un poste, je suis de A à Z, depuis le dépôt du dossier.
Et il m'est arrivé personnellement, Oui. lors d'un processus de recrutement, on m'a appelé. C'est un exemple que je ne vais jamais oublier. On m'a appelé pour dire vous êtes retenu pour le test écrit. C'était vers 10h le matin. Et vers 14h, on m'appelle pour le test aéré annulé. Oui. À une autre date, et ils vont m'informer. Une semaine, pas de suite. Un mois, pas de suite. Et je me suis dit, ils ont géré comme d'habitude. Et bizarrement, plus de 3 mois, je reçois un mail pour me dire nous avons le regret de vous annoncer que vous n'avez pas été retenu après le test écrit ni à l'interview. Alors là, ça a choqué. Et j'ai fallu amener le problème là où ça ne devrait pas arriver. Ouais. Heureusement, ils ont trouvé des astuces pour me calmer. Et c'est pour dire c'est déjà un problème récurrent. Et personnellement, j'ai eu plusieurs cas comme ça que je peux citer. Et si on ne résout pas le problème, parce que ça décourage certains. Ça décourage et malheureusement, la chaîne continue. Et même aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a cet exercice qui a été fait. On doit être vigilant si toutes les dénonciations doivent continuer. Parce qu'il faudra qu'on arrête. Et parce que si on ne le fait pas, certains sont en train de familiariser nos différents services. Et c'est pourquoi il y a certains services au Mali, on a même l'impression que c'est pour des régions, c'est pour des couches, c'est pour certaines familles, etc., etc. Parce que c'est toujours mal géré. Et nous devons sortir parce que nous sommes tous les mêmes Maliens, on doit avoir la même chance. Et on doit faire en sorte que tous les Maliens, là où nous serons, nous devons servir le peuple malien. On doit faire ce service public avec la volonté de servir les autres et non se servir. Et malheureusement, dans nos contextes, les gens, quand ils arrivent, quand ils sont nommés, quand ils sont recrutés, c'est se servir d'abord. Et malheureusement, nous sommes dans cette anarchie depuis des décennies. Et il faudra qu'on en finisse pour que le Mali puisse vraiment prendre le là et le devant. Evelyne, selon vous, quelle peut être la suite d'un tel dossier? Bon, moi, je pense que cette corruption au niveau des recrutements, ce n'est pas seulement la fonction publique, c'est un peu dans tous les recrutements au Mali. Même dans la société privée, il y a ce genre de choses où des gens quand ils viennent, ils postulent. Visiblement, vous êtes en train d'épargner les recrutements au sein des forces armées de sécurité, qui quand- sont les plus récurrents quand même. Non, c'est la même chose, que ce soit les forces armées, que ce soit le concours de l'EMIA. On a vu des scandales qui se sont produits, même pendant les concours de l'EMIA, que ce soit cette année où je parle de 2 ans, il y a 2 ans de cela. Certains parlent même de prétendu militaires. Hein? Oui, il y a toujours dans tous ces trucs, parce que au fait, le problème c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui sont censés régulariser une situation et c'est eux-mêmes les problèmes. Donc, c'est eux qui donnent des quotas et souvent, c'est des quotas qu'ils revendent. Telle personne veut recruter, et voilà, tu donnes 1 million, 2 millions, et ça dépend des postes. J'ai même entendu que pour entrer à la douane, il faut 10 millions, et ça, c'est si tu as trouvé le bon réseau pour être douanier. Un douanier qui paye 10 millions pour être douanier, mais tu peux être sûr que le jour qu'il rentre, c'est pour arnaquer les gens dans la douane. Et au niveau de la magistrature, mais c'est le même scandale. Il reste à vérifier. Hein, non, c'est ce que j'ai dit. J'ai entendu. Oui. Il y a eu des discours là-dessus où des gens et des jeunes sont persuadés que si tu n'as pas 10 millions, tu ne peux pas être magistrat. Si tu n'as pas 10 millions, tu ne peux pas être douanier, alors qu'ils ont des diplômes, ils sont allés à l'école, ils ont appris ces trucs, mais ils sont obligés d'avoir de l'argent ou de la connaissance au niveau de la magistrature ou de la douane ou de peu importe le niveau de la fonction publique pour être recruté. Et c'est la même chose aussi pour les entreprises. Donc, c'est un truc qu'il faut combattre, mais c'est ça va un problème prendre de du temps. société. C'est un problème de société parce qu'on dit tous, ils sont corrompus. Mais qui sont ces corrompus? C'est nous, les corrompus. Parce qu'aujourd'hui, je pointe le doigt à quelqu'un. Demain, je viens à son poste, je fais pire que lui. C'est le système au Mali ici. Quand on parle de corruption, c'est du petit au grand. Quand je me fais arrêter par un policier, je le négocie alors que je sais que je suis en infraction, je lui donne 2000 francs. Je dois être arrêté au même titre que le policier parce que nous sommes tous les deux fautifs d'un système. Donc, il faut combattre le système, mais ça va être très difficile. Mais je pense que ce dossier, il ne faut pas qu'elle en reste là. Il faut arrêter ceux qui ont vendu ou fait la corruption, mais ceux aussi qui sont allés donner de l'argent pour être recrutés doivent aussi être interpellés. D'accord. Ce dossier, comment vous voyez la suite? Bon, comme les décesseurs l'ont dit, il faut que justice soit faite et que ce soit le fait déclencheur pour une véritable réforme. Parce que dans chaque société, il faut des événements qui arrivent à un moment donné pour titiller la conscience populaire et obliger les autorités à aller vers une véritable réforme. Mais dans les interventions, je vois qu'il y a la notion de responsabilité qui intervient par rapport aux corrupteurs, par rapport aux corrompus. Pour moi, il ne faut pas les mettre dans le même sac.
Le problème d'abord, c'est le responsable, parce qu'on n'a pas la même mission. Celui-là qui occupe une fonction publique a une mission de transparence, d'équité, de justice envers la population. Maintenant, la population, souvent qui est souvent à l'origine, qui tente, c'est cette population qui est désœuvrée. Vous avez terminé vos études, vous avez fait 1000 concours, ça ne passe pas. L'âge avance, beaucoup d'autres choses. Et on vous dit, il faut forcément passer par ça. Qu'est-ce que vous faites? Donc souvent, c'est le système qui oblige les seconds à aller vers les premiers. C'est pourquoi ce qui est fondamental, nous devons bâtir une administration transparente. C'est ce qui n'arrive pas à se faire. Vous voyez, souvent, on lit souvent la performance de l'administration, souvent, le plus souvent, c'est beaucoup plus imputé à l'individu lui-même. C'est que dans un autre pays, en Europe, vous voyez, je prends l'exemple simplement, vous vous souvenez très bien de Dominique Strauss-Kahn. Il était bien parti pour être élu comme président en France. Mais il a fallu, n'est-ce pas, une petite affaire pour qu'il chute. Et c'est ce qu'on appelle système. Mais au Mali, ça n'existe pas. Mais un élément qui est fondamental, vous savez, on ne pourra jamais lutter contre cette affaire tant que le système judiciaire lui-même ne sera pas clean, tant que le système judiciaire lui-même ne jouera pas son rôle. Un exemple clair. Vous avez vu la lutte contre la cybercriminalité. Les gens en abusaient des réseaux sociaux. Mais lorsque la justice est sortie pour tenter de mettre de l'ordre, est-ce que vous voyez les gens insulter encore? Non. Mais qui est garant de l'application juste, de l'application de ces textes-là? Entre nous. Qui est l'arbitre entre nous? Un match, c'est l'arbitre. Et l'arbitre, c'est le système judiciaire. Mais faudra-t-il que ce système judiciaire lui-même agisse selon les principes? Et qu'on n'attend pas d'abord que tel ministre vienne, exemple, je ne vais pas dire non, mais on dit non, si tel ministre vient, il va lutter contre la corruption. Si tel autre vient, il ne va pas lutter. Non, là, ce n'est pas un système. Il faut que aussi les justiciables aient une compréhension commune des textes qui sont censés réguler, régir, n'est-ce pas, notre vie au quotidien. Donc pour moi, oui, ça doit être poussé, mais ça doit être le fait déclencheur pour une véritable réforme. Et également, ça doit attirer l'attention des plus hautes autorités pour leur dire, depuis près de 4 ans, vous êtes en train de dire le Malikoura, meilleure gouvernance, mais évaluez vous-même à travers les résultats. C'est que vous n'êtes pas encore compris. Changez de méthode, changez d'approche. Les gens qui sont en train de vouloir gérer avec vous ne sont pas encore dans le même tempo que vous. Est-ce que, selon vous, pensez que ce dossier fera désormais tache d'huile? Forcément que ça fera tache d'huile. En fait, comme on l'a dit, mes prédécesseurs, c'est en réalité le système même qui est miné, que ce soit au niveau du public et au niveau du privé. Moi, personnellement, j'ai fait partie de 2 jurys de recrutement de 2 cabinets qui ont été les pionniers dans ce domaine-là au Mali ici. Et tenez-vous bien, le ministère a lancé l'avis de recrutement, c'était pour un projet Banque mondiale. Il y a même le personnel du ministère en fait qui a participé. On était 3 dans le jury de recrutement. Si quelqu'un doit rentrer, le directeur même du cabinet nous dit, bon, le ministre même a dit, si celui-là passe, il ne va pas le prendre parce qu'il est ceci, il est cela. En fait, nous briefons sur chaque candidat avant même que le candidat ne rentre. Ça veut dire que le cabinet même est orienté déjà. Malgré qu'on ait fait notre rapport, malgré qu'on a choisi des noms, mais le choix du ministre a été respecté à l'époque. C'est pareil, c'est du pareil au même, ce que ça se soit dans le public, que ça soit dans le privé, le système est déjà là. Il va falloir lutter contre le système. Aujourd'hui, il faut que les enfants des pauvres aient confiance à ce recrutement-là, aient confiance à ce système-là, pour qu'en réalité, ils puissent... L'an passé, je crois qu'il y a un vendeur de coco que l'ORTM a fait passer, qui n'avait même pas de relations, pourtant il a participé au concours d'entrée à la fonction publique. La passé, c'était sous l'ancien ministre de la fonction publique. Et je crois que de tels actes font en sorte que le citoyen lambda puisse avoir confiance au système. Et je crois que c'est vers là qu'on doit aller. Quand les gens n'ont plus confiance au système, ça veut dire que les gens n'ont plus confiance au pays. Et je crois qu'on en a encore pour longtemps. Cette semaine a aussi été marquée par la rencontre à Ouagadougou de certains ministres et experts de l'AIS. C'était ce jeudi 15 février. Laquelle rencontre a été marquée, a été sanctionnée par l'élaboration d'un traité portant sur la confédération des États du Sahel. Il s'agit du Mali, du Burkina et du
Niger. Docteur Wele, quel espoir, comment vous voyez l'avenir de l'AES? Est-ce qu'on est en train de passer finalement à la vitesse supérieure? Et ce qui se passe actuellement dans notre espace est une situation inédite, exceptionnelle et qui donne plus espoir. Et c'est une situation de confiance, de maîtrise de la situation. Et nous devrons tous être fiers de ce qui se passe, de cette séparation douloureuse par rapport à notre CEDEAO, la fameuse CEDEAO, et qui nous a montré assez de défaillance dans sa gestion. Et malheureusement, avec la perception de certaines personnes, ils n'arrivent pas à faire la part des choses. Et l'alliance qui est en fait en avance sur le temps, et moi je l'ai dit aujourd'hui ici, l'AES a surpris tout le monde, que ce soit ceux qui sont de la CEDEAO, que ceux qui sont les bailleurs, comme on dit, les puissances impérialistes. Ils ne s'attendaient pas à un tel scénario. Et s'ils l'ont envisagé, ce n'était pas peut-être avec la plus grande chance. Et la surprise sera plus grande encore. Et ce qui se passe en fait, et quelles que soient les dispositions prises de leur côté, ils ne pourront pas arrêter l'AES. Et ça, c'est un fait, rien ne peut l'arrêter. Et c'est comme on disait à un moment donné, l'avancée prise par les différents pays, précisément le Mali, le retour est impossible. Et ce retour aussi de l'AES est impossible. Tout simplement parce que les différents peuples sont dans une situation de prise de conscience collective. Je dis bien des prises de conscience collective. Et rien ne peut les arrêter. Et quelles que soient les tentatives, même les autorités actuelles qui sont là, ils ne pourront pas changer, ils ne pourront pas faire demi-tour. Ils sont obligés d'avancer sur la ligne qui est tracée. Et cette situation qui se passe a été vraiment la conséquence des difficultés, des problèmes que nous avons tous vécus de façon similaire. Nous avons pratiquement les mêmes réalités, les mêmes situations, on a eu les mêmes difficultés, les mêmes contraintes. Et c'est en cherchant ces solutions, les solutions adéquates qui étaient évidentes, qui ont été prises par ces trois pays. Ils n'avaient même pas d'autres alternatives, ils devraient faire ensemble ce processus. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce processus et il faut aller vite. Et pour qu'il y ait certaines bases qui peuvent être faites pour qu'on puisse aller vraiment à la concrétisation d'abord de cette confédération de façon opérationnelle, de façon autonome, et ensuite voir un peu les années à venir, comment nous allons aller à la fédération. Okay. Et je pense que c'est un rêve et ça sera vraiment faisable. Evelyne, on parle déjà d'une future confédération entre les États, des États de l'Alliance des États du Sahel. Bon, déjà, comme disent les Blancs, l'union fait la force, mais l'union des personnes qui partagent le même problème, c'est un... Sauf qu'on vient de quitter une union, oui, ou on est en passe de quitter une union. Une union qui est beaucoup plus élargie, oui, et dont tout le monde a ses problèmes, mais je pense qu'avec le Niger et le Burkina, nous partageons les mêmes soucis aujourd'hui, les mêmes soucis d'insécurité, de terrorisme, pour lequel nous nous battons depuis des années sur le terrain. Et il y a eu avant l'AES, il y avait le G5 Sahel qui n'a pas servi à grand chose. Je pense que c'était une institution qui était là pour le nom parce qu'on n'a rien vu. Et donc pour moi, l'AES c'est un système, c'est une institution, mais qui vient de naître et qui a beaucoup de choses à mettre en place parce que une confédération, ça demande beaucoup de choses. Ça demande que les trois pays rentrent et sortent par la même porte et que malgré nos situations similaires sécuritaires, il y a aussi le côté économique, il y a beaucoup de choses éducatives qui rentrent en compte qu'il faut aussi ne pas négliger. Donc je pense que pour moi, c'est une très bonne idée de se mettre ensemble, mais aussi de travailler à ce que ça ne soit pas quelque chose, ça ne soit pas, comme disent la poudre de Merlin Pimpin. Donc voilà, que ça soit quelque chose de solide, que ça soit quelque chose qui portera vraiment de l'espoir pour une future génération, que ces pays-là soient vraiment des pays forts qui peuvent se battre et devenir peut-être une puissance africaine. En Afrique de l'Ouest, c'est possible, comme le Nigeria. Pourquoi pas, et le Ghana. Donc moi je pense que prendre son destin en main, c'est la meilleure des choses. Ok. Professeur, est-ce que l'annonce de la naissance de cette confédération peut constituer comme une sorte de réponse à ceux qui pensent encore qu'un retour de ces trois pays est encore possible dans la CEDEAO? Ok, moi je pense que pour ceux-là qui se veulent réalistes, le retour n'est pas possible. Mais cependant, même s'il devait y avoir un retour, c'est un retour dans une CEDEAO reconfigurée en termes
de modes d'action, de beaucoup de choses, de réformes profondes qui prennent en compte les aspirations sécuritaires et d'autres choses de l'espace en question. Parce que si on me dit de choisir entre un marché de 70 millions et un marché d'environ 400 millions, je vais préférer un marché de 400 millions. Mais cependant, comme elle a dit tout à l'heure, les pays de l'AIS ont beaucoup de similitudes. Et ce qui fait qu'en matière de développement, sont en décalage vis-à-vis de certains pays phares de l'espace CEDEAO. Ce qui fait qu'en matière de pilotage des instruments de politique économique, c'est-à-dire que ça se fait à l'avantage de ces pays au détriment de beaucoup de choses. Quand vous regardez sur le plan industriel, beaucoup de choses, vous voyez que ce sont les pays, n'est-ce pas, excentrés ici qui sont beaucoup plus défavorisés, étant donné les politiques tarifaires et les avantages comparatifs dont jouissent déjà ces pays-là. Il est difficile dans le cadre d'une concurrence saine qu'il y ait beaucoup d'autres choses. Mais laissons ça. Vous savez, au fait, moi ce qui me plaît dans cette affaire, c'est qu'on sort de la classe. Et il faut que les intellectuels africains, nous les néocolonisés, il faut qu'on comprenne ça. Vous savez, quand on veut dire intégration, les schémas qui sont vus, soit l'Union européenne ou les États-Unis, etc., c'est ce qu'on vient nous enseigner. On dit voici les différentes étapes. Clair. Ça devient un cas d'école et donc on est obligé de réfléchir dans ce cas. Sauf que ce qu'on nous dit aussi, mais ce que les gens souvent ne mettent pas au devant, quand je parle de l'Union européenne, c'est au sortir de la Deuxième Guerre mondiale pour éviter, n'est-ce pas, qu'il y ait la guerre, il fallait créer une situation de rapprochement entre les différents États. Et donc, du coup, vous voyez que c'est l'environnement, la situation qui a obligé les pays à aller ensemble. Et ce qui me plaît dans le cas de l'AIS, regardez l'évolution progressive des objectifs. Systématiquement, nous devons faire face au terrorisme, nous devons nous défendre. Qu'est-ce qu'on fait? L'alliance se crée d'abord au niveau de la défense. C'est-à-dire défense mutuelle, n'est-ce pas, communion des actions pour faire face à une ennemie extérieure. Maintenant, on va vers la confédération, etc. Au fur et à mesure, ils ont décidé à Ouaga d'ouvrir, n'est-ce pas, en termes de confédération, et je crois un autre volet. Donc, du coup, vu l'hostilité de l'environnement dont les différents objectifs sont en train d'aller. Sinon, quand on regarde en matière d'intégration du processus normal, là où ils sont arrivés, là où ils sont arrivés, il faut souvent, si on veut aller sur le plan théorique, il faut des années pour qu'on y arrive à ce niveau-là. Parce que souvent, qu'est-ce qui s'est fait? Ce sont des techniciens, des gens apparemment qui ont lu des livres qui disent bon, voici les objectifs où on a. Donc souvent, les présidents qui sont censés porter ces valeurs-là ne s'y retrouvent pas, ou bien ont des visions antagonistes, ou bien les peuples ne sentent même pas le besoin d'y aller. Donc on les formule sur le papier, et maintenant on sort, on dit ouais, ce sont les textes communautaires que vous êtes censés connaître. Mais dans la situation actuelle, n'est-ce pas, de la configuration, que ce soit le citoyen lambda ou à quel niveau qu'on se situe, chacun sait qu'il faut y aller. Et donc, aller vers la confédération, je crois que c'est très bien parce que ça permettrait à un niveau très élevé, au niveau politique, de prendre des décisions communes. D'accord. Yatara? L'objectif du CEME, c'était quoi? C'était d'abord faire des propositions et des recommandations pour l'opérationnalisation de l'AIS et aussi pour la création de la confédération. Pour la création de la confédération, je crois qu'ils n'ont pas voulu procéder à une relecture de la charte fondatrice de l'AIS. Ils ont tout simplement, à l'image de la CEDEAO en 1994 où on a fait un traité additionnel, ils ont aussi fait un traité additionnel, c'est de créer une confédération entre les trois États. Et avec effectivement une architecture institutionnelle très légère qui prévoit trois organes, le sommet des chefs d'État, le sommet des ministres et puis le sommet des représentants des différentes assemblées. Mais aujourd'hui, il va falloir que nos autorités, que ce soit du Burkina, du Niger et du Mali, s'arrêtent à un certain moment pour demander le peuple. Je crois que c'est très nécessaire. À l'heure où ils vont, il est nécessaire aujourd'hui de s'arrêter pour demander le peuple. Eux ne peuvent pas être en phase avec le peuple aussi, c'est fort possible. Et je crois qu'il va falloir qu'ils interrogent leur peuple pour réellement savoir s'il faut aller vers une confédération ou si il va falloir seulement s'arrêter au niveau de cette alliance circonstancielle par rapport à la défense. Moi, je crois que c'est très nécessaire. Il ne faut pas qu'on brûle les étapes. Il ne faut pas qu'on aille directement vers une confédération. À un certain moment donné, il va falloir s'arrêter et demander le peuple. Et c'est le peuple qui aura le dernier mot. Okay. Docteur, l'avis, l'opinion du peuple, le regard du peuple n'est pas important en la matière. Il faut aller à la confédération, on peut le décider entre autorités. Vous savez, il est toujours important de tenir compte de la perception de la population, du peuple. Et dans notre situation, en fait, les choses sont en phase avec les autorités. Les peuples, ils ont été interrogés. Oui, parce que quand on dit interroger, on est dans un processus, on fait allusion à un processus démocratique. Et nous sommes dans une situation d'exception. C'est un référendum. Nous sommes dans une situation exceptionnelle et le temps joue contre nous.
Et il y a souvent certains actes qu'il faut poser rapidement et pour que le peuple puisse vraiment sortir de la situation de crise. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait. Et si les différents peuples n'étaient pas d'accord, ceux-ci vont s'opposer. Et ce qui est sûr, à la date d'aujourd'hui, tous les différents peuples sont en phase. Ils peuvent avoir des perceptions différentes, et comme ça arrive souvent. Et ces perceptions, en fait, sont souvent minoritaires. Le micro, hein? Ouais, allez-y. Ces perceptions sont souvent minoritaires par rapport à la majorité aujourd'hui. Et c'est pourquoi les choses avancent rapidement. Et les différentes autorités sont en fait à l'image de leurs différents peuples aujourd'hui. Et quand nous regardons comment ces différentes autorités se sont installées, on se rend compte qu'ils sont en phase avec les bases. Et c'est ce qui fait la force. Et c'est pourquoi j'ai dit que la situation est irréversible pratiquement. Tous ceux qui pensent qu'on va revenir à ce qui s'est passé est impossible. Donc, l'avis du peuple fait partie déjà de cette conception des différents acteurs. Et c'est vrai que quand on pense à cette démocratie que nous rêvons, et il y a des processus, il y a des procédures qu'il faut pour demander et pour voir le quitus. Et je pense que le quitus est déjà acquis. Voilà. Le peuple AIS doit être consulté avant la naissance de cette confédération. Bon, ça dépendra parce que déjà, il faut que le peuple aussi, quand je dis le peuple, ceux qu'on appelle les forces vives de la nation sont les représentants du peuple. On ne va pas mettre le micro à la bouche de chaque Malien ou chaque Nigérien ou Burkinabé. Je pense que dans chaque pays, il y a des forces qu'ils appellent les forces vives de la nation, la classe politique, la société civile et tout, qui doivent, oui, être mis au parfum et les écouter. Et c'est à travers ça qu'on aura l'aspiration des peuples pour une confédération. Mais je dis aussi, est-ce que, parce qu'à l'époque, je peux dire que même si j'étais née, j'étais encore très très petite, je poserais la question peut-être à mes aînés, est-ce que quand le Mali signait l'accord de rentrée dans la CEDEAO, est-ce qu'il y a eu une consultation du peuple malien par rapport à ça? C'est une question que je pose parce que j'ai posé la dernière fois à 2 personnes, je n'ai pas eu de réponse. Donc ça, je me dis, si ça a été fait, oui, je pense qu'il faut le faire dans ce sens. Au cas où si ça n'a pas été fait, je me dis, on est juste en train de refaire la même chose qu'on a fait en 1992. Professeur? Bon, moi, à ce niveau, quand on dit consultation du peuple, je me demande ce que ça veut dire au fait. Vous savez, par rapport à votre question... Le peuple a été, par exemple, ici consulté lors du référendum. Oui, souvent on peut consulter le peuple, mais face à ces situations, vous savez, nos nations sont face à une situation, une menace existentielle. Parce que quand on prend avant d'aller au niveau de la confédération, arrêtons au niveau de la CEDEAO. Parce que vous savez, en matière d'intégration, la forme la plus élevée, c'est l'intégration politique. On commence par la zone de libre-échange, l'union douanière, l'union économique, tout ça. Et la forme la plus aboutie, c'est l'intégration politique. Et à ce niveau, donc déjà, il y a certaines mesures que vous pouvez entreprendre au nom de votre union espace. Vous voyez, quand on prend la CEDEAO, qui, depuis 1975, où en sommes-nous aujourd'hui en matière de politique globale à ce niveau-là? Même au niveau bas échelle, quand on prend beaucoup de choses, la zone de libre-échange, il y a beaucoup d'entraves à cette situation. Et donc, du coup, c'est que l'idéal qui est recherché, c'est l'intégration politique. Mais si au niveau de notre espace, il y a des événements qui contraignent les politiques à aller directement vers ça, on peut dire Dieu merci. Parce qu'au fait, en raison de chacun voudrait se cacher derrière son petit pouvoir, donc les gens refusent de céder une partie de leur pouvoir. Donc pour moi, c'est à saluer. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, vous allez voir si ça marche dans les écoles désormais, que ce soit en Afrique, ailleurs, on va enseigner le cas malien. Parce que quel que soit ce que vous allez enseigner, si vous devez vous référer à des cas pratiques, vous prendrez les cas existants. Ces cas existants sont des cas contextuels. Donc pour moi, maintenant, est-ce qu'on a le temps aujourd'hui? Parce qu'au fait, avant de ces genres de débats, pour mieux comprendre, quand on essaie d'écouter un peu le point de vue des différents experts des pays, n'est-ce pas, antagonistes aujourd'hui, les grandes puissances aujourd'hui, et regarde leur opinion sur notre espace. J'ai écouté tout juste hier, quand le président, veuillez m'excuser, français, Emmanuel Macron, parlait de la Russie en disant que la Russie menace leurs intérêts ailleurs. Et même dans les co-débatteurs, on fait allusion beaucoup plus au Sahel. Tout le monde sait aujourd'hui la position du Sahel de manière géostratégique. On est d'accord? Donc du coup, non, s'il vous plaît. Oui. Donc du coup, si on n'y va pas rapidement, il serait difficile qu'on mette en commun certaines de nos initiatives pour faire face à ces velléités-là. Donc pour moi, le fait d'aller vers la configuration est une réponse. Voilà, par rapport au choc
actuelle que subit nos pays. L'urgence ne doit pas nous pousser à une consultation populaire. Je ne pense pas. En fait, la CEDEAO, l'OMVS, SILS et autres, ce sont des organisations économiques à vocation économique. Ça n'a rien à voir avec les confédérations ou les fédérations. Vous savez, la fédération du Mali a été faite sans la consultation du peuple. Vous savez comment ça s'est terminé. Une confédération nécessite forcément qu'on abandonne une partie de notre souveraineté. Là, c'était la fédération. Je viens maintenant au cas pratique de la confédération. Ça nécessite forcément qu'on abandonne une partie de notre souveraineté au profit peut-être d'un de ces trois pays-là, vice-versa aussi. Est-ce qu'on peut le faire sans consulter le peuple? Je ne pense pas. On ne peut pas abandonner une partie. C'est vrai que même la Constitution, peut-être en analysant ces trois constitutions, seule la Constitution du Mali prévoit l'abandon d'une partie de ses souverainetés pour faire l'Union africaine. Ça, c'est dans notre hymne national. Mais aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, très honnêtement, on doit le faire sans consulter le peuple? Je ne pense pas. On ne peut pas abandonner une souveraineté de son pays au profit d'une organisation sans consulter le peuple. Ça, c'est trahir le peuple. Et je crois forcément, à un certain moment, il va falloir s'arrêter et demander le peuple. D'accord. Docteur, dans le sillage de la naissance de cette confédération, des efforts sont en train d'être déployés ça et là pour un retour de ces trois pays dans la zone CEDEAO. On a vu cet appel du pied lancé par le président béninois Talon et on a vu Faure Gnassingbé en Côte d'Ivoire faire un plaidoyer dans ce sens déjà. Est-ce que cela ne va pas un peu jouer sur le rythme de la naissance de cette confédération? Vous savez, le désamour est très profond. Et on a pensé qu'on était dans une union, dans une équipe. Et quand on n'est pas une équipe, ça se voit, ça se sent. Et l'espace CEDEAO a montré que c'est un groupe de chefs d'État et qui sont au service de l'impérialisme. Il n'y a même pas de doute. Et ils ne font plus l'intérêt des différents peuples. Il n'y a aucun doute. Et quand nous analysons, ils sont obligés de faire ce plaidoyer parce qu'ils voient leur propre échec. Je m'explique. Et ce qui se passe aujourd'hui, l'AES a plus de chances d'émerger, de faire plus d'émulation, de faire plus de séduction. Et ceux qui sont dans l'espace CEDEAO aujourd'hui, qui sont tous dans l'espace CEDEAO, sont en train de dormir, comme on dit, l'AES. Qu'on les dise ou pas. Et bientôt, certains vont venir. Il y a beaucoup de tentatives qui sont en cours. Tout simplement parce que ces différents peuples prennent ces trois pays comme référence. Le Mali est cité aujourd'hui dans beaucoup de pays. Même si certains ont peur parce que les autorités qui sont dans ces différents pays. Et ensuite, quand on analyse, et c'est connu, ces trois pays sont dans une situation de déviance positive. Je le dis tout le temps. Parce qu'on pense qu'ils sont dans une situation d'exception anormale, mais une situation d'exception anormale qui est positive pour le peuple. Et généralement, ces situations se répliquent normalement et les gens sont tentés à répliquer l'expérience. Et c'est pratiquement partout en Afrique et même dans le monde, ces différents pays sont cités en exemple. Et rien ne peut arrêter ce vent parce que c'est un vent de revanche et contre la colonisation, contre l'impérialisme. Et avec la situation géopolitique qui se dessine, je ne vais pas rentrer dans ce sens. Et cette situation géopolitique qui se dessine aussi est dans une autre tendance parce que la tendance va changer obligatoirement. D'accord. Obligatoirement parce que nous sommes dans un pôle où nous avons plus de possibilités d'avancer sur le plan économique. Ceux qui sont en avance ont des marges, comme on dit, plus petites. Et nous, on a plus de marges. C'est pourquoi souvent, certains avancent à deux chiffres. Il y a d'autres qui ne peuvent même pas avancer à deux chiffres parce qu'ils sont déjà en avance. C'est comme en qualité. Il y a certains mois qui ne peuvent plus progresser et c'est les autres qui avancent. D'accord. Voilà. Evelyne, on sait que Faure Gnassingbé entretient presque une relation fusionnelle avec les autorités de ces pays des États du Sahel. Est-ce que ces efforts peut-être de médiation pour un retour de ces trois pays aussi pourraient être récompensés? Bon, ça va être très difficile de le dire, mais je pense que la CEDEAO, je pense qu'elle n'est plus celle pour quoi elle a été créée. Parce que si tu vois qu'aujourd'hui, beaucoup de populations sont révoltées, ce n'est pas seulement au Mali, au Burkina, au Niger, même d'autres pays dont les chefs d'État sont en place jusqu'à présent, leurs populations sont révoltées souvent contre la CEDEAO. Et pour déjà parler même des textes, on a vu le président de CHU, Bazoum, qui avait dit, je crois à une conférence de presse avec Macron, que
nulle part dans les textes de la CEDEAO, les fermetures de frontières et l'embargo que nous avons subi n'est cité. Donc, dire cela, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont fait quelque chose qui n'est pas légal. Donc, faire quelque chose qui n'est pas légal et après parler de légalité à d'autres personnes, c'est quand même impossible. Il faut déjà respecter les règles de son jeu pour pouvoir imposer cela à d'autres personnes. Nous avons vu que les 3 pays aujourd'hui ont décidé, parce que je pense qu'ils ont été mis d'où, c'est pourquoi le président Talon dit qu'il faut accepter que les différents chefs d'État fassent ce que leur peuple désire, pour qu'il n'y ait pas de division entre les peuples. Parce que pour lui, le plus important, c'est cette cohésion entre les nations. Oui. Ce n'est pas les chefs d'État, parce qu'un président, il vient, il part. Mais c'est les nations même qui sont aujourd'hui en crise. On a vu à travers cette canne qui vient de passer entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Oui, mais est-ce que cet appel du président Talon doit avoir un impact sur la détermination de ces 3 pays à sortir de la CEDEAO? Bon, moi, je ne pense pas. De la manière dont je vois ces 3 chefs d'État, ils sont très engagés. Je ne pense pas qu'ils sont prêts à faire marche arrière. Et sauf si la CEDEAO décide d'être dissoute et être reconfigurée, comme il l'a dit, juste à cette question, mais je vois que nous ne sommes pas prêts aujourd'hui de revenir en arrière, en tout cas pas avec ce régime et pas avec ces chefs d'État. Professeur, la médiation de Fort est partie pour échouer? C'est certain. Parce que vous savez, au-delà du discours que les gens tiennent dans les salons, trop bien en face des médias, il y a des calculs économiques que les gens font. C'est pourquoi vous avez vu, malgré les sanctions de la CEDEAO, Fort a toujours gardé cette passerelle-là. Vous allez vous demander, mais lorsqu'il y a eu l'embargo sur le Mali, mais quels sont les ports qui ont été utilisés? Mais ça fait rentrer combien là-bas? Parce que quand vous regardez encore la CEDEAO c'est la CEDEAO, mais la CEDEAO n'est pas homogène. Quand je peux prendre comme ça peut-être 3 pays phares. Vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez le Sénégal, vous prenez le Nigeria. Mais aujourd'hui, les tests communautaires, s'il y a des pays qui tirent un peu avantage de cette situation, ce sont ces pays-là qui tirent avantage. Donc, du coup, aujourd'hui, Fort souhaiterait une réforme de la CEDEAO avec l'ensemble des pays, mais qui permettent au Togo aujourd'hui, n'est-ce pas, d'avoir sa part. Parce que quand vous prenez le Togo, parce que, permettez-moi, quand vous prenez ces pays-là, c'est les pays côtiers, tirent toujours des rentes au niveau des ports, de la gestion des ports. Mais lorsque vous mettez l'embargo, vous perdez ces recettes. Mais au-delà de ça, ce sont les industries qui sont implantées. Mais prenez le Bénin, prenez le Togo, prenez les autres pays de la sous-région, vous allez voir les 3 pays que j'ai cités, ce sont les pays, n'est-ce pas, qui se tirent. Et revenons dans l'espace UEMOA. Chaque fois, souvent, dans le cadre de la gestion de notre monnaie, on dit que la Côte d'Ivoire a combien de pourcents, donc le Sénégal a après. Donc, du coup, vous voyez, ce sont les arguments que les gens voudraient garder avec jalousie. Mais cependant, je vais vous dire une chose. C'est qu'actuellement, dans sa configuration ancienne, la CEDEAO, c'est que les pays que sont le Mali, le Burkina, le Niger, d'autres pays, ont un désavantage structurel. Ce qui fait que, d'abord, nous sommes un pays enclavé. En fait, ce qui fait qu'en matière de répartition du tissu industriel, ces pays sont défavorisés. Et quand on regarde l'origine, on la tire depuis la colonisation. Vous verrez dans les différents textes que Abidjan ou bien Sénégal, n'est-ce pas, ont été favorisés par rapport à beaucoup de choses en matière d'implantation des grandes firmes des Occidentaux. Donc, du coup, maintenant, le fait de sortir cette fois-ci fait que les économistes, les experts dans ces pays ont compris que leur salut se trouve dans cette situation. Même s'ils devaient retourner dans le cadre de la CEDEAO, mais c'est une CEDEAO désormais qui va défendre leurs intérêts, qui permettent de prendre en compte leurs préoccupations en matière de développement économique, social et culturel. D'accord. Yatara, les médiations de Fort, comment vous voyez Apparemment, je pense que c'est une médiation qui ne va pas porter fruit. C'est vrai, c'est peut-être un point de non-retour, mais je le répète, à un certain moment donné, il va falloir s'arrêter de demander le peuple. La négociation des forêts de Patrice Talon, je crois que c'est beaucoup plus économique que politique. C'est tout simplement, ils veulent tirer les avantages des ports, des importations du Burkina, du Niger. Peut-être le Mali va peut-être du côté de la Guinée et la Mauritanie. Donc, quand on me dit, la politique n'est autre que le concentré de l'économie. Donc, ils sont en train de négocier pour eux, même pas pour la CEDEAO. Et je crois qu'il faut le dire. Mais par rapport à le professeur l'a dit, je pense que le Mali est le pays qui a beaucoup plus bénéficié des tissus économiques de la colonisation, ne serait-ce qu'avec le flux du Niger. Mais le Mali a pris du retard après, mais ne serait-ce qu'avec le flux du Niger, le Mali a réellement bénéficié du tissu économique de la colonisation. Mais peut-être on n'a pas pu entretenir cet avantage-là par rapport aux autres pays, et c'est ce qui explique la situation aujourd'hui.
Malheureusement, ainsi. Réagi par rapport au fil qui n'a pas été créé pour nous, qui a été créé pour approvisionner l'industrie occidentale. Oui, Initialement pour le coton, c'est chez nous. après, ensuite, Avec la mais quand ils sont partis en possibilité de 1960, cultiver nous avions- 1 million d'hectares. En 1900, Et on n'est même pas arrivé à cultiver. L'office d'État a arrêté son apogée, on n'a même pas pu cultiver 60 000 hectares oui, sur 1 million aux d'hectares. indépendants, on était à 45 000 hectares. Voilà, si on avait pu d'aménager. exploiter ces 1 million de Mais regarde cette situation écoles, le industrielle. Mali serait le grenier de l'Afrique. On Et c'était fait pour ne va ça. pas relancer. Malheureusement, voilà. Mais non. Voilà. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Regard Croisé qui recevait comme invité Dr Ali Di Agali Wele. Il est vice-président du BRDM. Evelyne Jacques, présidente de la COFOR. Abdallah Yatara, parti Yelema. Professeur Abdul Karim Djamoutene, professeur d'enseignement supérieur. Merci à vous de nous avoir suivis et à un autre numéro de cette même émission. Au revoir.